On commence. Oui, الحكيم نقدروا نبدأ. On commence. Oui. Donc, bonjour à tous. Ravi de vous rencontrer. D'abord, je remercie le Club Scientifique Iqra pour cette initiative. Donc, je vais vous parler des syndromes coronariens aigus. Donc, c'est l'urgence médicale et cardiologique par excellence. C'est l'une des principales causes, si ce n'est pas la principale cause de décès dans le monde. Donc, on va parler des syndromes coronariens aigus. Donc, comme vous le constatez, il y a plusieurs tableaux, plusieurs types de syndromes coronaires aigus. Donc, on ne va pas faire quand même le cours détaillé. Je vais vous donner les points les plus importants. Par la suite, si vous avez des questions, c'est un honneur pour moi de vous répondre à vos questions. Donc, les syndromes coronariens aigus, c'est l'expression de la coronaropathie. Alors, la coronaropathie, c'est l'occlusion de l'artère coronaire. Cette occlusion est due essentiellement à l'athérosclérose. Donc, généralement, c'est des plaques formées par des lipides, du cholestérol, du sang, du produit du sang, et ça va former des plaques ou des sténoses. Comme sur cette image-là, vous constatez le noyau lipidique avec la chape fibreuse autour. Quand cette plaque est stable, elle n'est pas compliquée, elle est soit asymptomatique, soit elle peut entraîner une ischémie à l'effort. C'est l'angor d'effort. À partir du moment où cette plaque va se compliquer, on aura une rupture ou une fissure au niveau de la chape fibreuse, le noyau lipidique, on le dit en français, sera en contact direct avec le sang. Il va activer la coagulation parce que ce noyau lipidique est hautement thrombogène. Il va activer la coagulation et on aura un thrombus sur la plaque. Et à partir de ce moment-là, on va parler d'un syndrome coronarien aigu. Donc, sur le plan physiopathologique, le syndrome coronaire aigu correspond à la rupture ou la fissure de la plaque qui va entraîner un thrombus sur cette plaque. Donc, c'est une plaque ou une sténose compliquée. Ensuite, l'évolution de ce thrombus-là se fait soit vers une occlusion complète. Sur l'image à gauche, vous voyez une occlusion complète de l'artère ou de la lumière de l'artère. Il n'y a pas de passage du sang. Le thrombus ferme complètement la lumière de l'artère. Et à partir du moment où il n'y a pas de passage du sang, il y a une fermeture complète, on aura le sus-décalage persistant du segment ST. On appelle ça un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST. C'est le ST+. Le sang ne passe pas, et comme le sang ne passe pas, il va entraîner une nécrose de toute la paroi, depuis l'endocarde jusqu'à l'épicarde. Toute la paroi, toute l'épaisseur de la paroi est nécrosée, et donc on aura un infarctus du myocarde transmural qu'on appelle le STEMI. L'appellation actuelle, c'est le STEMI, infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST. Donc le STEMI, c'est quoi? C'est l'occlusion complète de l'artère. On aura le sus-décalage, la nécrose transmurale et les troponines, les marqueurs de la nécrose, qui sont très élevés. Dans le cas où le thrombus n'est pas complètement obstructif, d'ailleurs c'est le cas le plus fréquent, le thrombus n'est pas complètement obstructif. Il peut entraîner des modifications électriques, mais jamais de sus-décalage persistant. On appelle ça le SCA-ST-, syndrome coronarien aigu, sans sus-décalage du segment ST. Donc c'est un thrombus sur une plaque, il y a toujours un passage du sang. Et dans cette variété-là, il y a deux cas de figure. Il y a le ST- troponine positive, ça veut dire que le thrombus n'est pas complètement obstructif, il y a un passage du sang, mais il y a un début de nécrose. Il y a un début de nécrose. Cette nécrose-là, elle est partielle. Ce n'est pas la paroi entière qui est nécrosée. Vous voyez en gris, c'est uniquement la couche sous-endocardique. Donc c'est une nécrose qui est limitée généralement aux couches sous-endocardiques. On appelle ça un IDM non transmural ou un IDM rudimentaire
ou un IDM sans sus-décalage de segment ST, l'appellation actuelle, c'est le N-STEMI. C'est l'infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST. Donc, la différence entre le STEMI et le STEMI, c'est une occlusion complète, nécrose de toute la paroi. Le NSTEMI, c'est une occlusion partielle, c'est une nécrose partielle au niveau de la paroi. Donc, on appelle ça, les deux sont des IDM. Mais là, c'est un IDM transmural, et là, c'est un IDM non transmural sans sus-décalage de segment ST. L'autre variété de ST-, c'est quand les troponines sont négatives, elles sont normales. Là, on parle d'un angor instable. Il n'y a pas de nécrose, ça c'est le bon pronostic. Il n'y a pas du tout de nécrose, et là, c'est l'angor instable. Donc, si on résume les syndromes coronariens aigus, soit il s'agit d'un thrombus complètement obstructif, il ferme complètement l'artère. Là, c'est le STEMI, c'est le sus-décalage du segment ST, c'est la nécrose transmurale avec les troponines très élevées. Soit il n'y a pas de thrombus complètement obstructif, il est partiellement obstructif. Dans ce cas-là, là, on a deux cas de figure. Soit avec des troponines élevées, c'est le NSTEMI, soit avec des troponines négatives, c'est l'angor instable. Donc l'angor instable, c'est le ST-, troponine moins. Le NSTEMI, c'est le ST-, troponine positive. Le STEMI, c'est le ST+, troponine, bien sûr, positive. Pardon. Donc, on va commencer par le syndrome coronarien sans sus-décalage de segment ST, donc le ST-. Donc, il s'agit d'une ischémie aiguë et qui est secondaire à l'occlusion ou l'obstruction subtotale de l'artère. Donc, l'artère n'est pas complètement obstruée. Le risque principal dans ce cas-là, c'est l'évolution vers l'obstruction complète de l'artère et donc vers le STEMI. Alors, typiquement, le malade, il vient avec une douleur. Alors, le tableau typique, c'est la douleur au repos. C'est l'angor de repos. Donc, le malade, il vient avec une douleur rétrosternale, constrictive, irradiée vers les bras, la mâchoire. Et c'est une douleur qui survient au repos. C'est le tableau le plus fréquent, l'angor de repos. Mais, souvenez-vous que la douleur, parfois, elle n'est pas typique. Parfois, c'est une douleur qui est abdominale. Parfois, c'est une douleur au niveau de l'épaule. Parfois, c'est une douleur non pas constrictive, mais c'est une douleur à type de point de côté ou à type de brûlure. Mais là, le tableau typique, c'est une douleur rétrosternale constrictive au repos. Il y a d'autres tableaux du syndrome coronarien ST-. On a l'angor de novo. Alors, l'angor de novo, c'est quoi? C'est un angor d'effort, mais qui est particulier. Il est sévère et d'apparition brutale. C'est un patient qui vient aux urgences ou bien en consultation. Il va vous dire que récemment, et très récemment, depuis quelques jours par exemple, ou quelques semaines, il y a l'apparition d'une douleur thoracique qui apparaît pour le moindre effort. C'est un angor d'effort, mais pour le moindre effort et de façon très brutale et très récente. Là, ce n'est pas un angor d'effort, on parle d'un angor de novo ou de novo. Là, c'est l'équivalent, c'est l'un des tableaux du syndrome coronarien aigu. Le troisième tableau, c'est l'angor crescendo. L'angor crescendo, c'est l'aggravation d'un angor d'effort. C'est un tableau, c'est un patient, qui vient vous dire que récemment, j'ai eu une aggravation de mon angor. Avant, j'avais des douleurs qui apparaissent pour plusieurs centaines de mètres ou plusieurs étages d'escalier. Là, je vois que la douleur apparaît pour des efforts de plus en plus limités. Et là, c'est l'aggravation d'un angor d'effort qui était stable. Et là, on parle d'un angor crescendo. Et enfin, c'est la réapparition de la douleur dans le post-infarctus immédiat. Dans le post-infarctus immédiat, Et là, c'est l'angor post-infarctus du myocarde. Donc là, on a 4 tableaux possibles d'un angor d'effort ou d'un angor, du syndrome coronarien aigu. On a l'angor de repos, on a l'angor de novo, on a l'angor crescendo et l'angor post-infarctus du myocarde. Le tableau le plus fréquent reste la douleur angineuse au repos. En interrogeant le malade, vous allez recueillir les facteurs de risque, puisque un patient qui vient consulter aux urgences pour une douleur thoracique, ça ne veut pas dire obligatoirement syndrome coronarien. La probabilité que cette douleur soit d'origine coronarienne est d'autant plus élevée que le patient présente des facteurs de risque. Donc, il faut préciser, est-ce que le malade il a des facteurs de risque cardiovasculaire ou non? Alors, les facteurs de risque cardiovasculaire, on les subdivise en 2 catégories. On a les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables, comme l'âge avancé, le sexe masculin, la ménopause chez la femme et l'hérédité coronaire.
Et vous avez les facteurs de risque modifiables, l'hypertension, le diabète, le tabagisme, la dyslipidémie, l'obésité et la sédentarité. Donc, un patient qui consulte pour une douleur thoracique aux urgences avec des facteurs de risque, là, il y a une probabilité importante pour que cette douleur soit d'origine coronarienne, mais un patient qui n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire et qui consulte pour des douleurs, la probabilité est quand même faible pour que cette douleur soit d'origine coronarienne. À l'examen clinique, habituellement, l'examen est strictement normal. L'examen est strictement normal. Il faut chercher donc les signes d'insuffisance cardiaque, puisqu'on va voir que c'est l'un des paramètres pronostiques les plus importants. Donc on va interroger le malade et on va l'examiner. Est-ce que le malade présente une dyspnée, une orthopnée, des rails crépitants, un bruit de galop? C'est les signes d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est l'un des paramètres pronostiques les plus importants et on va voir dans la prise en charge comment cette insuffisance cardiaque intervient dans le pronostic. Et enfin, on peut chercher les signes d'athérosclérose extracoronaire. On va chercher un souffle, une abolition d'un pouls périphérique, etc. Sinon, on va faire le CG. Alors, le CG, c'est le temps capital, puisque le patient, il vient pour douleur, la clinique plus le CG, avec la clinique et le CG, on fait le diagnostic du syndrome coronarien. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver tout à part le sus-décalage persistant, parce que là, on est dans le ST-. Mais avant ça, souvenez-vous que l'ECG normal n'élimine pas le diagnostic. Un ECG normal n'élimine en aucun cas le diagnostic du ST-, surtout s'il est fait en dehors de la douleur. Donc, le patient, quand il consulte, il peut, au moment de la consultation, ne pas présenter de douleur, mais il a déjà présenté une douleur au repos. Donc, au moment où vous faites le CG, le CG peut être strictement normal. Même si le malade fait une douleur, un ECG peut être normal au début, puis il va se modifier. Donc, un ECG normal n'élimine pas le diagnostic du syndrome coronarien ST-. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut voir tout à part le sus-décalage persistant du segment ST. On peut voir donc des anomalies du ST, qu'on appelle les lésions. Donc, on ne peut pas voir le sus-décalage, on voit le sous-décalage. Le sous-décalage, c'est toujours, on voit le point J. Le point J, c'est le point de raccordement de QRS avec le ST. Le point J, est-ce qu'il est sous-décalé par rapport à la ligne de base isoélectrique? Là, on voit qu'il y a un sous-décalage, et c'est un sous-décalage qui est horizontal. Là, c'est le sous-décalage horizontal du ST. Là, par exemple, c'est un sous-décalage, mais ascendant. La pente est ascendante. Alors, un sous-décalage ascendant, la valeur est moins importante par rapport à la valeur diagnostique et pronostique d'un sous-décalage horizontal. Horizontal, c'est plus évocateur d'un syndrome coronarien qu'un sous-décalage ascendant. Alors, le sous-décalage qui a la valeur la plus importante, c'est le sous-décalage descendant. Alors, avec une pente descendante, est généralement associé à une onde T qui est négative. Donc là, c'est le sous-décalage qui est descendant du segment ST. Donc on peut voir les anomalies du ST, on peut voir les anomalies de l'onde T, qu'on appelle les ischémies. Les anomalies du ST, on les appelle lésions. Les anomalies de l'onde T, on les appelle ischémies. On peut voir une onde T ample, pointue et symétrique. C'est l'ischémie sous-endocardique. On peut voir une onde T ample, pointue, négative. C'est l'ischémie sous-épicardique. Donc on a l'ischémie sous-épicardique, c'est l'onde T négative. L'ischémie sous-endocardique, c'est l'onde T positive. Dans les deux cas, l'onde T doit être pathologique, c'est-à-dire ample et symétrique. Donc si je résume, puisque dans l'interprétation de l'ECG, vous n'allez pas dire que j'ai trouvé une onde T négative ou une onde T positive ou bien un ST sous-décalé, vous allez interpréter ça comme étant ischémie ou lésion. Une anomalie de l'onde T, c'est les ischémies. Une onde T ample, pointue et positive, c'est l'ischémie sous-endocardique. Pour retenir ça, un petit mémo, endo, le D vers le haut, le bâton du D vers le haut, c'est l'onde T positive vers le haut. Une ischémie sous-épicardique, c'est l'onde T, épi, le P vers le bas, le bâton du P vers le bas, donc c'est l'onde T négative. Donc, ischémie sous-épicardique, onde T négative, ischémie sous-endocardique, onde T positive, ample, pointue et symétrique. Les lésions, c'est les anomalies du segment ST. On a la lésion sous-endocardique, c'est le sous-décalage, et la lésion sous-épicardique, c'est le sus-décalage du segment ST.
Généralement, pour retenir ça, les lésions, c'est dans le même sens anatomique que le myocarde. Donc, la couche sous-endocardique, l'endocarde, c'est en bas. L'épicarde, c'est en haut. Une lésion sous-endocardique, c'est un sous-décalage vers le bas. Une lésion sous-épicardique, c'est le sus-décalage vers le haut. Puisque l'endocarde est en bas, l'épicarde est en haut. Donc, est-ce qu'on peut voir une lésion sous-épicardique dans le ST-? La réponse est non. Puisqu'une lésion sous-épicardique, c'est un sus-décalage. Et le sus-décalage, c'est dans le ST+. Ensuite, vous allez préciser les territoires des lésions et des ischémies. Donc, le territoire, donc vous avez sur le plan frontal les 6 dérivations du plan frontal, D1, D2, D3, AVR, AVL et AVF. Alors, D1, c'est 0, AVL, c'est moins 30. Le territoire délimité par D1, AVL, ce territoire-là, est en face du territoire latéral haut du ventricule gauche. Donc, le territoire latéral haut est exploré par D1, AVR. D2, D3 et AVF, ce territoire-là, délimité par les trois, entre les trois, c'est en regard de la paroi inférieure du ventricule gauche. Donc, le territoire inférieur est exploré par les dérivations D2, D3, AVF. Ensuite, les dérivations du plan horizontal, les électrodes qu'on va poser sur la cage thoracique, V1, V2, V3, V4, V5, V6, en allant de la droite vers la gauche. Alors, si on voit V1, V2 et V3, c'est en regard de la paroi antéro-septale. C'est la partie antérieure du septum. C'est pour ça qu'on parle antéro-septale pour V1, V2, V3. C'est antéro-septal. Ensuite, V4, V3, V4, c'est la pointe du cœur. C'est en regard de la pointe du cœur. Donc, V3, V4, c'est apical. Donc, en allant de V1 jusqu'à V4, on appelle ça antéro-septo-apical. C'est le territoire antéro-septo-apical. V5, V6, c'est en regard de la paroi latérale, mais basse. Parce que D1 AVL, c'est la paroi latérale haut, c'est en haut. V5, V6, c'est la paroi latérale basse. Donc, le territoire latéral tout court, c'est quoi? C'est D1 AVL, V5, V6. Avec le latéral haut, D1 AVL, et le latéral bas, V5, V6. Ensuite, vous avez des électrodes qu'on peut mettre au niveau du dos, V7, V8, V9, en arrière. En arrière, ça explose la base du cœur. C'est la paroi basale ou la paroi postérieure. Donc, le territoire basal ou le territoire postérieur est exploré par V7, V8 et V9. Si les modifications se voient de V1 jusqu'à V6, avec D1 AVL, ça c'est le territoire antérieur étendu. Donc l'antérieur étendu, c'est quoi? C'est l'antéro-septo-apico-latéral. Quand on ajoute l'antéro-septo-apical au latéral, on appelle ça antérieur étendu. Tout le territoire antérieur. Si on ajoute l'antérieur plus l'inférieur, on appelle ça circonférentiel. Si on a le territoire antérieur plus le territoire inférieur, on appelle ça le territoire circonférentiel. C'est toute la circonférence du cœur qui est touchée, et le territoire antérieur et le territoire inférieur. Voilà un exemple d'un patient qui se présente aux urgences avec une lésion sous-endocardique antérieure étendue. On voit le sous-décalage en V2, en V3, en V4, en V5 et en V6. Donc là, c'est antérieur étendu jusqu'à V6. Là, pratiquement le même patient, il a évolué vers une lésion sous-endocardique antérieure étendue, donc il sous-décale en antérieur étendu, en V2, en V3, en V4, en V5 et en V6. Mais avec une onde T négative partout, en V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 et AVL, et en inférieur, en D2, en D3 et en AVL. Donc, quand on a le territoire antérieur plus l'inférieur, on parle de circonférentiel. Donc, il a une ischémie circonférentielle. C'est une onde T négative, donc c'est une ischémie sous-épicardique. Ischémie sous-épicardique circonférentielle plus lésion sous-endocardique antérieure étendue. Une fois on a la clinique, généralement le patient il vient pour douleur thoracique au repos, et on a la modification électrique, le CG, on fait d'emblée le dosage des troponines. Donc c'est les marqueurs
pour faire la différence entre un ST-troponine positif, le instémie, et un ST-troponine négatif, qui est l'angor instable. Alors, selon les dernières recommandations de 2020, puisque vous avez fait le cours selon les dernières recommandations de 2020, il y a un algorithme très simplifié comment on va doser les troponines. Quand le patient il se présente aux urgences, on fait d'emblée un premier dosage et un deuxième dosage une heure après le premier dosage. C'est ce qu'on appelle le protocole ultra rapide 0-1 heure. S'il est disponible, s'il n'est pas disponible, il y a d'autres protocoles, 0-2 heures, 0-3 heures. C'est en fonction des réactifs utilisés par les laboratoires, en fonction des automates. Si on a le protocole 0-1 heure, c'est l'idéal. Ça veut dire qu'au maximum en 1 heure, on a la réponse. Si vous avez un taux très élevé au départ, ou bien une variation significative entre le premier et le deuxième, donc le taux augmente de façon significative entre le premier et le deuxième dosage, là, on va dire que les troponines sont positives et le diagnostic de ST-troponine positif est retenu. Ça, c'est le instémie qui est retenu. Si on a le premier dosage qui est négatif et le deuxième dosage est toujours négatif ou une variation très faible, là, on va dire que les troponines sont négatives. Donc, il s'agit soit d'un ST-troponine négatif, soit d'une autre cause de douleur thoracique. D'accord, on peut s'aider là d'une échocardiographie. Il y a un troisième cas, c'est quand le premier dosage et le deuxième dosage après 1 heure, on n'arrive pas à statuer. Par exemple, on a un premier dosage qui est négatif et un deuxième dosage qui augmente, mais pas de façon très importante. Il y a une petite augmentation. Dans ce cas-là, on va faire un troisième dosage de troponine 3 heures après, avec une échocardiographie pour dire est-ce que le taux il va augmenter. On est dans ce cas-là, dans le ST-troponine positif, ou est-ce que le taux n'augmente pas, on est dans le ST-troponine négatif. Donc, qu'est-ce qu'on va constater sur cet algorithme-là? Ils insistent sur la cinétique de troponine. Donc, l'augmentation des troponines n'est pas spécifique d'un syndrome coronarien. Elle peut s'observer dans plusieurs autres étiologies. Par exemple, ici, vous avez les causes d'élévation des troponines. La cause la plus fréquente qu'on rencontre chez nous dans les urgences, par exemple, c'est l'insuffisance rénale. Un patient qui a une insuffisance rénale aiguë ou chronique est une cause d'élévation de troponines. Vous allez trouver des troponines élevées. Une insuffisance cardiaque, une décompensation cardiaque, par exemple, une crise hypertensive, une tachy ou bradyarrhythmie, un patient qui vient pour tachycéphale, embolie pulmonaire. D'ailleurs, c'est un marqueur pronostic dans l'embolie pulmonaire, une péricardite, une myocardite, un AVC ischémique, un AVC hémorragique. Tout ça, c'est des causes d'élévation des troponines qui n'est pas due au syndrome coronarien. Surtout, vous retenez l'insuffisance rénale. C'est l'une des principales causes d'élévation des troponines. Mais la particularité de cette élévation-là, c'est que c'est une élévation sans cinétique. Si on va faire 2 dosages ou 3 dosages à 1 heure d'intervalle, on va trouver pratiquement le même taux. Il n'y a pas d'élévation des taux de troponine entre plusieurs dosages. On fait par exemple le premier dosage, on le retrouve à 210 picogrammes par millilitre, ce qui est positif. La limite, c'est 14. 210. Le deuxième dosage, on l'a trouvé par exemple à 212 ou 213 ou 215. C'est pratiquement le même taux. Il n'y a pas d'élévation de troponine entre 2 dosages. Donc, quand il n'y a pas d'élévation de troponine entre 2 dosages, on va évoquer les autres causes d'élévation des troponines. Donc, on insiste pour que le diagnostic de ST-troponine positif soit retenu, il faut cette cinétique de troponine. Il faut qu'il y ait une augmentation du taux entre 2 dosages. Ou bien avoir un taux très élevé dès le départ. Un taux très élevé dès le départ. Donc, on va doser les troponines. On est soit en présence d'un ST-troponine positif, c'est le instémie, soit un ST-troponine négatif, c'est l'angor instable. On va également demander une formule. Alors, la formule, pour surtout le taux d'hémoglobine, pour rechercher est-ce que le malade il a une anémie ou non, pour le taux de plaquettes, puisqu'on va donner un traitement anticoagulant qui peut faire saigner le malade, donc il faut avoir un taux d'hémoglobine au départ, il faut également avoir le taux de plaquettes. Le bilan rénal, pour le choix entre héparine non fractionnée et héparine vapomoléculaire, il faut avoir le bilan rénal, et la glycémie de départ, puisque c'est un marqueur pronostic important, et on a pas mal de diabétiques qu'on a découvert à l'occasion d'un syndrome coronarien aigu. L'échocardiographie n'est pas indispensable, l'intérêt surtout c'est dans les cas douteux, quand on n'arrive pas à statuer avec les troponines, la clinique et le CG, on va demander une échocardiographie.
Alors, quelles sont les complications? Le risque essentiel du ST-, c'est l'évolution vers l'ST+. C'est l'évolution vers l'occlusion complète, c'est l'évolution vers l'eustémie, c'est le risque principal. Il y a également le risque de mort subite et le risque d'insuffisance cardiaque. Alors, quelle est la prise en charge? D'abord, l'hospitalisation en unité de soins intensifs avec surveillance constante. Alors, tout patient qui présente un syndrome coronarien aigu ST- doit être hospitalisé en unité de soins intensifs avec surveillance continue 24 heures sur 24 pendant la phase initiale. On va donner 2 traitements anti-ischémiques. Premièrement, un bêta-bloquant. Alors, le but du bêta-bloquant, c'est un but anti-ischémique. Il diminue la fréquence cardiaque, il diminue la consommation d'oxygène du myocarde. Donc, le but, c'est de réduire la fréquence jusqu'à 50 à 60. Donc, il n'y a pas de dose cible avec les bêta-bloquants, il y a une fréquence cible. On n'a pas de dose cible, il n'y a pas une dose spécifique à donner, mais on va donner un bêta-bloquant dans le but de réduire la fréquence au repos jusqu'à 50 à 60. Donc, les bêta-bloquants, c'est un traitement à vie. Donc, le malade, il va garder le bêta-bloquant à vie, sauf bien sûr s'il y a contre-indication ou si le malade, il a déjà une fréquence au repos entre 50 et 60. Dans ce cas-là, on ne va pas donner de bêta-bloquant. On va donner un dérivé nitré, toujours dans un but anti-ischémique. Alors, les dérivés nitrés, on les donne d'abord à la seringue électrique par voie intraveineuse, puis on passe à la voie orale. Donc, typiquement, nous, ce qu'on donne fréquemment, c'est le lénitral à la seringue électrique ou le Risordan. Alors, les dérivés nitrés, ce n'est pas un traitement à vie. C'est un traitement qui est donné uniquement si le malade, il a mal, il a de la douleur, ou si le malade, il a de l'insuffisance cardiaque. C'est les 2 indications des dérivés nitrés. Donc, tant que le malade, il a de la douleur thoracique, ou tant que le malade, il est en insuffisance cardiaque, on va garder les dérivés nitrés. Mais dès que le malade, il devient asymptomatique, il n'a pas de douleur, il n'a pas d'insuffisance cardiaque, on va arrêter les dérivés nitrés, on ne laisse que les bêta-bloquants à vie, en traitement anti-ischémique. On va donner un traitement anticoagulant, donc de l'héparine à la phase initiale. Alors, la durée du traitement anticoagulant, ce n'est pas un traitement à vie. La durée, c'est jusqu'à l'ouverture de l'artère. Si le patient il va bénéficier d'une angioplastie, on arrête l'héparine juste après l'angioplastie. Si le malade ne va pas bénéficier d'une angioplastie, on les maintient pendant la phase aiguë initiale pendant quelques jours. Mais au bout de quelques jours, on arrête le traitement anticoagulant. Alors, on a le choix entre HPPM, héparine de bas poids moléculaire. L'avantage, c'est que c'est facile à utiliser, 2 injections subcutanées, sans surveiller l'activité, sans surveiller le TCA. Donc, c'est facile, 2 injections subcutanées, sans surveiller l'activité, sans surveiller l'efficacité. Et on a l'héparine non fractionnée. C'est plus difficile, c'est en intraveineux ou plusieurs injections subcutanées. Mais l'avantage de la HNF, c'est qu'on peut l'utiliser quelle que soit la fonction rénale. L'HBPM est contre-indiqué dans l'insuffisance rénale sévère, avec une clairance inférieure à 30. Donc, on choisit en fonction de la fréquence rénale, la fonction rénale, pardon. Si le malade présente une insuffisance rénale sévère, avec une clairance inférieure à 30, on opte pour l'héparine non fractionnée. Si le malade il a une fonction rénale qui n'est pas sévère, avec une clairance au-delà de 30, on va lui donner l'héparine de bas poids moléculaire. Et puis, on va donner 2 anti-agrégants plaquettaires, une bithérapie anti-agrégants plaquettaires. Donc, 2 anti-agrégants plaquettaires. On va donner l'aspirine, une dose de charge de 250 mg, suivie d'une dose d'entretien de 100 mg à vie. Et on va donner un inhibiteur des récepteurs de l'ADP. Le récepteur de l'ADP, c'est le récepteur P2Y12. Alors, dans les inhibiteurs du récepteur de l'ADP, on a plusieurs. Les plus récents, qui ne sont malheureusement pas très disponibles chez nous, c'est le ticagrelor et le prasugrel. Ils sont beaucoup plus efficaces que le clopidogrel, donc on préfère ticagrelor ou prasugrel par rapport au clopidogrel, le Plavix. Mais si vous n'avez pas le ticagrelor et le prasugrel, vous allez bien sûr utiliser le clopidogrel. Tous ces médicaments sont utilisés à la dose de charge. D'abord, on commence par dose de charge. Par exemple, le Plavix, c'est des comprimés à 75. On donne 300 mg, puis un comprimé par jour pendant une année. Donc, on donne 4 comprimés en dose de charge le premier jour. À partir du 2e jour, il va prendre un comprimé par jour. Et selon les dernières recommandations, il n'est pas indispensable de donner la dose de charge avant de faire la couronne. Donc, on peut laisser la dose de charge après la coronarographie. Donc, au total, qu'est-ce qu'on va laisser pour les antiagrégants? L'aspirine, c'est à vie. L'inhibiteur du récepteur de l'ADP
va être laissé uniquement pendant une année. Pendant une année, après une année, on ne laisse que l'aspirine à vie. On va donner également une statine. Une statine dans le but de réduire le LDL cholestérol. Donc, le LDL cible, c'est inférieur à 0,55 g par litre. Donc là aussi, on va donner une forte dose de statine pour diminuer le LDL jusqu'à moins de 0,55 g par litre. Et c'est un traitement qui est à vie. Et on va donner également un inhibiteur de l'enzyme de conversion, un IEC, qui est un traitement à vie. Donc qu'est-ce qui va garder à vie? C'est le traitement basique avec B-bêta-bloquant à vie, s'il n'y a pas de contre-indication, et si la fréquence déjà n'est pas entre 50 et 60. Il va garder le A, c'est l'anti-agrégant, un seul, c'est généralement l'aspirine à vie. Il va garder le S, la statine à vie. Et il va garder le I, l'inhibiteur de l'enzyme de conversion à vie, avec C, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Ensuite, on va stratifier le risque. Donc, on a le traitement médical. C'est un traitement qu'on va donner pour tous les patients. 2 anti-ischémiques, un anticoagulant, 2 anti-agrégants, la statine et l'IEC pour tous les patients. Ensuite, on va stratifier le risque. C'est le risque d'évolution vers le ST+, qui est évalué. Quel est le risque pour ce patient, pour que ce patient évolue vers l'occlusion complète? Donc, il y a des critères de très haut risque. Il y a des critères du risque élevé, donc critères du risque très élevé, les critères du risque élevé, et on a les autres patients qui sont à faible risque. Alors, quels sont les critères de risque très élevé? C'est des patients qui ont un risque très très élevé d'évoluer vers le ST+. Premièrement, c'est des patients qui sont instables, soit une instabilité clinique. C'est un patient qui fait toujours de la douleur, malgré un traitement médical. Il fait une instabilité hémodynamique, il fait de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous voyez l'intérêt de l'insuffisance cardiaque. Donc, il fait de l'insuffisance cardiaque qui est due au MSTEMI. Donc, c'est une insuffisance cardiaque, instabilité hémodynamique ou un arrêt cardiaque récupéré, une instabilité rythmique, il fait des troubles du rythme majeurs, ou bien c'est un patient qui présente un sous-décalage diffus, donc plus de 6 dérivations. Donc, ce patient-là, c'est un patient à très haut risque, instable sur le plan clinique, sur le plan rythmique, sur le plan mécanique, ou bien il a des troubles de la repolarisation qui sont diffus avec un sous-décalage du ST de plus de 1 mm, donc plus de 6 dérivations. Les critères du risque élevé, c'est d'abord les troponines élevées. Donc, quand vous avez un STMO à troponine positif, un STMI, c'est d'abord directement un risque élevé. Donc, quand vous avez des troponines élevées, c'est le risque élevé. Quand vous avez des modifications dynamiques du ST, par exemple, un patient, il est hospitalisé, il a un sous-décalage de V1 à V3, puis il va sous-décaler de V1 à V6, puis il va sous-décaler en D1 et en AV1. Donc, quand il va modifier de façon dynamique, de façon continue sur le CG, ça suggère une ischémie et ça suggère un risque élevé. Vous avez des sus-décalages, mais c'est des sus-décalages transitoires, non persistants. Ils sus-décalent, puis ça retourne à la ligne isoélectrique. Ou bien, quand vous calculez un score de risque, il y a le score de Grace, qui est un score de risque qu'on peut calculer. Quand ce score est élevé, supérieur à 140, ça c'est le risque élevé. Sinon, c'est le faible risque. Donc, le faible risque, c'est quoi? C'est un patient qui est stable. Stable sur le plan clinique, la douleur a disparu. Stable sur le plan hémodynamique, il n'a pas d'insuffisance cardiaque. Stable sur le plan rythmique, il ne fait pas de trouble du rythme. Stable sur le plan électrique, il n'y a pas de sus-décalage, il n'y a pas de sous-décalage diffus. Il a des troponines qui sont négatives. Là, c'est un patient qui est à faible risque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Si c'est un patient à très haut risque, la coronarographie et l'angioplastie est obligatoire en moins de 2 heures. En moins de 2 heures, il faut faire la coronarographie, plus ou moins l'angioplastie. Là, c'est le risque très élevé. Si le patient est dans le risque élevé, il faut faire une coronarographie avec angioplastie, donc stratégie invasive, en moins de 24 heures. En 24 heures, dans le risque élevé. Si le patient il est dans le faible risque, là, c'est une stratégie qui est sélective. Donc, on ne fait pas de coro, on ne fait pas d'angioplastie pour les patients à faible risque. Il faut d'abord prouver l'ischémie. Comment on va prouver l'ischémie? Par un test d'ischémie, par une scintigraphie myocardique, par exemple, à distance. Après avoir traité le malade, après plusieurs jours, on va demander une scintigraphie, ou bien une IRM, ou bien une écho de stress. Et la nouveauté dans les dernières recommandations, c'est le coroscan. Alors, dans les dernières recommandations, ils ont inclus le coroscan comme moyen de rechercher l'ischémie. Donc, si le malade il a un faible risque, on va le traiter de façon médicale
après plusieurs jours, plusieurs semaines, on va demander un test d'ischémie qui peut être une scintille, une IRM, une écho de stress ou bien un coroscan. Si on va trouver l'ischémie aux examens non invasifs, là, on va demander une coronarographie avec une angioplastie. Donc, c'est pour ça que c'est sélectif. Il faut prouver l'ischémie par un test d'ischémie pour faire une coronarographie. On ne fait pas la coro pour tous les patients. Contrairement aux patients à très haut risque et à haut risque, tous ces patients doivent bénéficier d'une coro et de l'angioplastie. Là, c'est sélectif. On va sélectionner les patients qui ont une ischémie avec des examens de recherche d'ischémie et ils ont mis en avant le coroscan comme un excellent moyen pour rechercher une ischémie chez ces patients à faible risque. Donc là, c'est pour le ST-. On arrive au ST+. Alors le ST+, sur le plan clinique, d'abord sur le plan physiopathologique, c'est l'occlusion complète de l'artère. Sur le plan clinique, le patient il vient généralement pour une douleur thoracique intense, dite infarctoïde, avec sensation de mort imminente. Donc c'est une douleur rétrosternale, constrictive, irradie vers le bras, la mâchoire, etc. Là, c'est également le tableau typique. Mais il y a beaucoup d'atypies, notamment chez les sujets jeunes, ou les sujets âgés, ou les diabétiques, ou les insuffisants rénaux. Ils peuvent avoir des atypies. L'atypie la plus fréquente, c'est la douleur épigastrique, surtout on la voit dans l'IDM inférieur. Dans l'IDM inférieur, le patient il peut faire une douleur épigastrique dans l'abdomen. Le patient peut se présenter pour une dyspnée, et non pas pour une douleur thoracique. C'est la dyspnée qui est au premier plan, c'est lorsqu'il est en insuffisance cardiaque. Le patient peut se présenter directement pour une complication, notamment une syncope, une perte de connaissance, surtout s'il a un trouble du rythme ou de la conduction. Mais le tableau typique, c'est un patient qui se présente pour une douleur thoracique intense au repos. Alors, dans ce contexte-là, le patient qui consulte pour une douleur, on parle de stémie, enfin, donc un syndrome coronarien avec sus-décalage du segment ST, quand il y a un sus-décalage persistant dans au moins 2 dérivations du même territoire, 2 dérivations contiguës du même territoire. Retenez, il faut au moins 2. Une seule dérivation, ce n'est pas suffisant. Il faut au moins 2 dérivations contiguës du même territoire. Alors, le sus-décalage du segment ST, il a également des définitions. Ce sus-décalage doit être supérieur à 1 mm dans toutes les dérivations. C'est supérieur à 1, sauf en V2 et en V3. En V2 et en V3, les critères sont plus stricts, puisqu'on peut voir un petit sus-décalage du ST en V2, V3, surtout chez les sujets jeunes, surtout chez les hommes. C'est pour ça que les critères sont plus stricts. Chez les femmes, le sus-décalage en V2, V3 doit être supérieur ou égal à 1,5 chez les femmes. Chez les hommes de plus de 40 ans, c'est 2 mm. Et chez les hommes de moins de 40 ans, c'est 2,5 mm. Ça, c'est les critères pour définir un sus-décalage persistant du segment ST, qui doit persister également. Ce n'est pas un sus-décalage qui va donc disparaître au bout de quelques minutes. C'est un sus-décalage qui va persister. Supérieur à 1 mm dans 2 dérivations contiguës du même territoire, sauf en V2, V3, où la limite est plus stricte. 1,5 mm chez les femmes, 2 chez les hommes de plus de 40 ans et 2,5 mm chez les hommes de moins de 40 ans. Donc voilà comment on calcule le sus-décalage. C'est le point J. C'est le point J avec la ligne isoélectrique. Donc ce sus-décalage doit être supérieur aux limites qu'on a vues. Alors l'évolution électrique de l'infarctus du myocarde, c'est une évolution plus ou moins caractéristique. Pendant les toutes premières minutes apparaît une onde T en pointue positive, d'une ischémie sous-endocardique. Pendant les premières minutes, ce n'est pas le sus-décalage. C'est l'onde T positive en pointue symétrique. Puis, rapidement, au bout de quelques heures, généralement 1 à 3 heures, apparaît le sus-décalage du segment ST. Le sus-décalage, c'est la lésion sous-épicardique. C'est l'onde de Pardé qui est typique d'un infarctus du myocarde. Donc, c'est un sus-décalage qui englobe l'onde T, dans sa forme typique, et c'est un sus-décalage qui est convexe. Sus-décalage qui est convexe vers le haut. Mais là aussi, il y a beaucoup d'atypies. Ça, c'est dans le tableau typique où il est convexe, il englobe l'onde T, etc. Parfois, il y a des atypies. Vous pouvez voir un sus-décalage qui n'englobe pas l'onde T. Parfois, il est concave, comme celui de la péricardie. Parfois, c'est difficile. Mais dans sa forme typique, c'est un sus-décalage qui est convexe et qui englobe l'onde T. Puis, à partir généralement de la 4e, 6e heure, apparaît l'onde Q de nécrose. Donc, c'est une séquelle généralement d'infarctus et c'est une séquelle qui est à vie. Là aussi, il y a une petite discussion
une onde Q de nécrose peut disparaître dans certains cas chez certains patients. Ça peut disparaître, mais généralement, c'est une séquelle qui est à vie. C'est une séquelle qui est donc qui va persister à vie. Le sus-décalage qui existait à partir de la 6e heure commence à diminuer au bout de 24 heures. Donc, il va diminuer avec une négativation de l'onde T. L'onde T qui va se négativer au bout de 24 heures. Le sus-décalage, il diminue, mais il peut rester comme ça, sus-décalé, au bout de 2 à 3 semaines. Donc, il ne faut pas s'affoler quand vous allez recevoir un infarctus du myocarde au bout de 10 jours et qu'il y a toujours le sus-décalage. Donc, le sus-décalage peut persister jusqu'à 2 à 3 semaines. Il peut persister comme ça jusqu'à 2 à 3 semaines, mais généralement, il diminue au bout de la 24e heure. Donc, qu'est-ce qui va persister au bout de quelques semaines? C'est généralement l'onde Q de nécrose et l'onde T négative. Et l'onde T négative peut se repositiver par la suite. Qu'est-ce qui va persister? C'est l'onde Q de nécrose, qui est une séquelle de nécrose d'infarctus du myocarde, sauf dans vraiment de très très rares cas où elle peut disparaître. Donc, voilà l'évolution. Onde T, onde positive pendant les premières minutes. Ensuite, sus-décalage du segment ST, quelques heures, c'est l'onde de par D. Ensuite, apparition de l'onde Q de nécrose à la 6e heure. Ensuite, diminution du sus-décalage avec une négativation de l'onde T au bout de la 24e heure. Le sus-décalage, il peut rester 2 à 3 semaines. L'onde T, elle va persister négative avec l'onde Q de nécrose. Des mois après, l'onde T peut se repositiver et ça va persister uniquement l'onde Q de nécrose. Ensuite, toujours pour les territoires de l'infarctus, comme dans le ST-, il faut préciser le territoire, antéroseptal, V1, V3, apical, V4, donc de V1 jusqu'à V4, c'est antéroseptal apical, le latéral, bas et haut, l'inférieur, le basal, etc. Il y a un territoire particulier, c'est le septal profond. Alors, le territoire septal profond, c'est quoi? C'est l'antéroseptal plus l'inférieur. Donc V1, V2, V3, plus l'inférieur, D2, D3, AVF, ça c'est le septal profond, territoire septal profond. Et quand on a une extension de la nécrose vers le ventricule droit, on peut placer des électrodes à droite, sur la partie droite de la cage thoracique. C'est ce qu'on appelle les électrodes V3R et V4R. V3R, c'est une électrode droite, right, c'est comme V3, mais à droite. V4R, c'est comme V4, c'est la même position que V4, mais à droite. Donc, on peut placer les électrodes V3R et V4R pour dépister le sus-décalage à droite en cas d'extension de la nécrose vers le ventricule droit. Toujours dans l'ECG, ce qui est très évocateur du sus-décalage de l'ECG de l'infarctus du myocarde, c'est l'existence des images en miroir. Ça veut dire qu'on va voir un sous-décalage dans le territoire qui est en face du territoire infarcté. Par exemple, dans le territoire antéroseptal, l'image caractéristique du sus-décalage V1, V3, c'est un sous-décalage en inférieur. Par exemple, en inférieur, c'est en face de l'inférieur, c'est le territoire latéral ou le territoire antéroseptal. Généralement, en face de l'inférieur, c'est antéroseptal ou latéral. En face du latéral, c'est l'inférieur ou l'antéroseptal et vice-versa. Donc, vous avez 3 territoires qui sont en face l'un à l'autre. Antéroseptal, latéral et inférieur. Par exemple, là, vous voyez le sus-décalage en inférieur, en D2, en D3, en AVF, en inférieur et en latéral haut, en V5 et en V6. Donc, c'est un IDM inférolatéral en voie de constitution. Et on voit que pratiquement, il n'y a pas d'onde Q. Donc, on est vraiment dans la phase aiguë, dans la phase initiale. On n'est même pas pratiquement à la 6e heure. Donc, vous avez le sus-décalage en D2, D3, en AVF, en V5 et en V6. Et là, on voit le sous-décalage en D1, en latéral haut, et surtout le sous-décalage en antéroseptal. Vous voyez en V1, en V2. Donc là, vous n'allez pas dire que c'est un sous-décalage, c'est une lésion sous-endocardique. Là, non, c'est une image en miroir du sus-décalage. Donc celle-là, cet aspect-là, c'est une onde de Pardé inversée. C'est exactement une onde de Pardé inversée. Et ça, c'est l'image en miroir du sus-décalage. Quand on a l'image en miroir, c'est très évocateur d'un sus-décalage du STEMI, puisque ce sus-décalage, il peut exister dans d'autres pathologies, surtout dans la péricardite. Parfois, c'est difficile de faire la différence entre le sus-décalage de l'infarctus et le sus-décalage de la péricardite. Là, par exemple, il est concave.
comme celui de la péricardite. Mais l'existence d'une image en miroir est très évocatrice du STEMI. On n'a pas d'image en miroir dans le sus-décalage de la péricardite. Donc là, c'est les images en miroir. Donc vous avez la clinique et vous avez le CG. On a les marqueurs biologiques de la nécrose. Donc on a plusieurs marqueurs. Au fil du temps, dans la littérature, on a plusieurs marqueurs de nécrose. Le premier marqueur qui a été décrit, c'est la myoglobine. Alors la myoglobine, ce n'est pas un marqueur ni sensible ni spécifique. Il n'est pas sensible, il n'est pas spécifique. Mais son avantage, c'est que c'est un marqueur très précoce. Il s'élève au bout de 1 à 2 heures. C'est un marqueur précoce, mais il disparaît rapidement. Au bout de 12 à 24 heures, il va disparaître. Les CPKMB, c'est un marqueur sensible et spécifique. C'est un marqueur précoce. Il s'élève au bout de 2 à 6 heures. Mais l'inconvénient, c'est que ce n'est pas un marqueur tardif. Il se négative au bout de 1 à 2 jours. Alors, l'étroponine, c'est un marqueur sensible et spécifique. C'est un marqueur précoce. Il s'élève au bout de 2 à 6 heures de la fracture du myocarde. Et c'est un marqueur également qui est tardif, puisqu'il va rester positif. Les troponines vont rester élevées au bout de 10 à 15 jours. C'est pour ça que c'est le meilleur marqueur. Les troponines, c'est le seul marqueur qui est sensible et spécifique, précoce et tardif. Tous les autres, il y a des critères et des caractéristiques qui manquent. La myoglobine, c'est uniquement précoce. CPKMB, c'est précoce, sensible et spécifique, mais ce n'est pas tardif. TGO, LDH, c'est tardif. Ce n'est ni sensible ni spécifique. Donc, c'est uniquement les troponines qui sont précoces et tardifs et qui sont sensibles et spécifiques. Et c'est pour ça que c'est le meilleur marqueur de la nécrose myocardique. Donc, il ne faut pas également là s'affoler quand vous allez trouver un taux de troponine élevé 10 jours après infarctus du myocarde. On sait que 10 à 15 jours après infarctus du myocarde, le taux de troponine peut rester comme ça très élevé. Également, j'ai oublié de vous dire que quand vous faites un bilan inflammatoire, vous pouvez trouver également un bilan inflammatoire positif, CRP-VS, une petite hyperleucocytose, une petite augmentation des globules blancs à la phase initiale, puisqu'il y a une petite réaction inflammatoire autour du myocarde infarcté. Alors, quel est le traitement quand on fait le diagnostic du STEMI? Donc, on hospitalise en unité de soins intensifs, donc même conduite que pour le STEMI, hospitalisation, surveillance. Puis là, l'artère est complètement fermée. Donc là, l'artère est complètement fermée. On va discuter, est-ce qu'on va ouvrir l'artère ou non? Est-ce qu'on va reperfuser? Est-ce qu'on va revasculariser ou non l'artère? Donc il y a 2 critères pour reperfuser et pour ouvrir l'artère. Donc première discussion, j'ai un STEMI. Est-ce que je vais discuter un traitement de revascularisation ou non? Je discute un traitement de revascularisation si les 2 critères sont présents. 1. Sus-décalage persistant du segment ST. Donc, jamais on discute la revascularisation dans le ST-, donc il faut qu'il y ait un ST+, sus-décalage persistant, et que le diagnostic doit être fait dans les 12 premières heures. C'est un malade qui vient dans les 12 premières heures après le début de la douleur. Donc, sus-décalage persistant et 12 premières heures. Comment on va ouvrir l'artère qui est fermée? On a 2 moyens, soit une angioplastie, soit de la thrombolyse ou de la fibrinolyse. Alors, l'angioplastie, c'est qu'on va passer un guide et on va placer un stent. L'avantage de l'angioplastie, c'est qu'elle est efficace. L'efficacité de l'angioplastie dépasse 90%. L'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'on va perdre du temps. Le temps de mettre le malade sur la table et de passer le guide, etc. On va perdre du temps. Donc l'avantage, c'est que c'est très efficace, mais on va perdre du temps avec l'angioplastie. La thrombolyse, son avantage, c'est quoi? C'est qu'on ne va pas perdre du temps. On va thromboliser directement le malade s'il n'y a pas de contre-indication. Mais l'inconvénient de la thrombolyse ou de la fibrinolyse, c'est quoi? C'est que ce n'est pas efficace à 100%. Ce n'est efficace que chez 60% des malades. Ça veut dire que si vous allez thromboliser 10 patients, il y a 6 patients chez lesquels vous allez avoir un succès, les 4 patients qui vont avoir un échec de la thrombolyse. Alors les thrombolytiques, on a l'ancien thrombolytique qui n'est plus utilisé d'ailleurs, c'est la streptokinase. Elle n'est pas spécifique, elle est allergénique. Elle est contre-indiquée, par exemple, si le malade a fait une infection streptococcique dans les 6 mois qui précèdent l'IDR. Elle est contre-indiquée également si le patient a déjà été sous streptokinase dans les 6 mois, puisque c'est allergénique. Et vous avez les fibrinolytiques spécifiques qui ne sont pas allergéniques. On a la rétéplase, c'est l'actylyse, et on a la tenectéplase, c'est la métalyse. Vous voyez les 2 thrombolytiques généralement qui sont disponibles. Alors, l'actylyse, c'est à la seringue électrique. Généralement, on utilise 2 flacons de 50
On fait passer généralement 15 mg en IVD, ensuite 50 mg en une demi-heure, ensuite les 35 qui restent, on les fait passer en 60 minutes. Le tout, c'est une perfusion d'1 heure et demie, de 90 minutes. Alors la métalyse, c'est une seule seringue graduée en fonction du poids et c'est une injection directe, en nivellante en fonction du poids. Vous allez retirer en fonction du poids, vous allez injecter en fonction du poids du malade. Et c'est en nivellante. Donc ce n'est pas une perfusion comme l'actylyse, mais les deux peuvent être utilisés, et l'actylyse et la métalyse. Et c'est des thrombolytiques spécifiques qui ne sont pas allergéniques. Donc avant de thromboliser le malade, il faut d'abord éliminer les contre-indications, surtout les contre-indications absolues. Vous risquez une hémorragie qui est grave, qui peut emporter le malade. Donc il faut éliminer un AVC hémorragique, quelle que soit son ancienneté. C'est une contre-indication. Une hémorragie cérébrale, quelle que soit son ancienneté, c'est une contre-indication absolue. Un AVC ischémique de moins de 6 mois. Si le patient a fait une chirurgie majeure, un traumatisme, une contusion, généralement dans le mois. S'il a fait ça dans le mois qui précède l'IDM, chirurgie majeure, traumatisme, etc., c'est contre-indiqué. S'il a une hémorragie en cours, s'il a une maladie hémorragique, tout ça, c'est des contre-indications absolues. Dans les contre-indications relatives, ça, c'est discutable. Vous pouvez thromboliser dans ces cas-là, mais c'est discutable au cas par cas. Vous avez l'AIT, par exemple, dans les 6 mois, vous avez une poussée hypertensive importante, une patiente enceinte ou dans le postpartum, une endocardite infectieuse. Tout ça, c'est des contre-indications qui sont relatives. Donc, on ne thrombolise qu'après avoir éliminé ces contre-indications. Une fois vous avez thrombolisé, il faut dire est-ce que vous êtes dans le succès, c'est 60% des patients, ou vous êtes dans l'échec. Pour parler de succès, il y a 3 critères. Le critère le plus important, c'est le critère électrique. Le premier critère, c'est la baisse ou la sédation de la douleur. Donc, le patient qui a mal, la douleur va disparaître. Généralement, après une exacerbation, généralement, quand vous commencez la thrombolyse, il y a une petite exacerbation de la douleur, ensuite, la douleur va baisser et ensuite, elle va céder. Le deuxième critère le plus important, c'est la diminution du sus-décalage d'au moins de 50%. Vous avez commencé, par exemple, la thrombolyse avec 10 mm de sus-décalage, il va se réduire à moins de 5 mm à la fin de la fibrinolyse. Et c'est toujours 90 minutes après fibrinolyse qu'on va voir ce critère-là. 90 minutes après le début, il faut obtenir au moins 50% de diminution du sus-décalage pour parler d'un succès de la thrombolyse. On peut voir également quelques troubles du rythme et on peut voir un pic précoce de troponine et de CPK. Au lieu d'avoir par exemple un pic, le maximum de troponine et de CPK au bout de 2 jours, on voit le pic au bout de 12 heures. Un pic précoce. Mais là, le critère le plus important et le plus utilisé, c'est la diminution du sus-décalage de plus de 50% avec la baisse ou la diminution ou la disparition de la douleur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on va choisir? On a la thrombolyse et on a l'angioplastie. Alors, le malade, d'abord, quand il se présente, je discute angioplastie, fibrinolyse, s'il est dans les 12 heures et si c'est un STEMI. Ensuite, si j'ai la possibilité de faire une angioplastie en moins de 2 heures. Par exemple, là, je suis à Constantine, il est 14 heures, je reçois un infarctus du myocarde, j'ai la possibilité de faire l'angioplastie avant 16 heures, soit chez moi, soit je peux transférer le malade dans un centre qui va faire l'angioplastie. Si je peux faire l'angioplastie en moins de 2 heures, soit chez moi, soit en transférant le malade, je vais faire l'angioplastie primaire. C'est le délai de 2 heures. Si je peux faire ça en moins de 2 heures. Mais si l'angioplastie n'est pas possible dans les 2 heures, par exemple, il est 14 heures, je sais qu'avant 16 heures, je ne peux pas faire de l'angioplastie. L'angioplastie n'est pas possible, elle n'est pas disponible dans les 2 heures. Dans ce cas-là, je ne vais pas perdre du temps, je vais faire directement une fibrinolyse et de préférence le plus rapidement possible et de préférence en préhospitalière. Si c'est le SAMU qui a fait le diagnostic, directement il va faire de la fibrinolyse s'il sait que l'angioplastie n'est pas possible dans les 2 heures. Là, en cas de fibrinolyse qui a été fait, il y a 2 cas de figure, soit échec, soit succès. Dans l'échec, c'est directement l'angioplastie de sauvetage. Il faut être dans les délais de 12 heures. Hein. On va faire l'angioplastie de sauvetage directement s'il y a échec de la fibrinolyse. S'il y a succès de la fibrinolyse va liser le thrombus, mais la plaque et la sténose est toujours là. Il faut faire également la coronarographie
pour traiter la lésion, pour traiter la plaque et la sténose. Et là, vous avez un délai jusqu'à 24 heures. Donc, si vous avez fait de la fibrinolyse, échec, directement, je transfère le malade et je vais faire une angioplastie de sauvetage. S'il y a un succès, c'est-à-dire j'ai lisé le thrombus, mais il me reste la plaque et la sténose, dans ce cas-là, j'ai un délai de 24 heures pour faire la coronarographie et l'angioplastie de la sténose. Donc, voilà l'algorithme. Voilà l'algorithme. Le malade, il se présente en consultation, aux urgences. Vous avez maximum 10 minutes pour faire le diagnostic. Pour l'interrogatoire, la clinique, le CG, l'interprétation, vous avez 10 minutes. Parce que là, c'est l'extrême urgence. Le temps, c'est du muscle. En moins de 10 minutes, on a le CG fait et le diagnostic qui est fait. Je suis en présence d'asthénie. Je peux faire l'angioplastie en moins de 2 heures, 120 minutes. Je vais faire directement l'angioplastie. Je ne peux pas faire l'angioplastie en moins de 2 heures. Je n'ai pas d'angioplastie où le centre est loin. Dans ce cas-là, je vais faire la fibrinolyse. Succès de la fibrinolyse, je vais faire la coronarographie dans les 24 heures. Échec de la fibrinolyse, c'est directement l'angioplastie de sauvetage. Donc voilà les recommandations de 2017 qui sont les dernières recommandations. Vous avez le délai de 12 heures pour discuter angioplastie et fibrinolyse. Il faut savoir qu'on peut faire l'angioplastie et pas la fibrinolyse. Hein. L'angioplastie, si le malade il vient après 12 heures, donc un patient qui se présente après 12 heures du début des symptômes, on peut faire l'angioplastie, surtout s'il est instable. C'est une recommandation importante. Donc retenez qu'après 12 heures, on peut faire l'angioplastie si le malade il a toujours des symptômes, instabilité clinique ou instabilité hémodynamique, il a de l'insuffisance cardiaque, il a fait un arrêt cardiaque récupéré, ou bien il a un trouble du rythme majeur, une arythmie. Donc, les instabilités rythmiques, hémodynamiques ou cliniques, un patient qui se présente après 12 heures, selon les recommandations, les dernières recommandations, c'est toujours l'indication à faire une angioplastie, mais jamais de thrombolyse ou de fibrinolyse après 12 heures. Donc retenez, avant 12 heures, on choisit thrombolyse, thrombolyse ou angioplastie en fonction du délai de 2 heures. Après 12 heures, il n'y a aucune indication des deux, sauf si le malade il a toujours mal, instabilité clinique, ou instabilité hémodynamique, il a de l'insuffisance cardiaque, ou instabilité rythmique, il a des troubles de rythme. Dans ce cas-là, à n'importe quel moment, on peut faire une angioplastie. Donc, le reste du traitement, le traitement, c'est pratiquement le même, exactement le même avec le ST-MOA. Vous avez la bithérapie anti-agrégante plaquettaire, l'aspirine et clopidogrel, aspirine à vie et le deuxième anti-agrégant à maintenir une année. Vous avez également l'héparine avec le choix, héparine non fractionnée, héparine moléculaire, en fonction de la fonction rénale, toujours pendant quelques jours, ce n'est pas un traitement à vie. Vous avez les bêta-bloquants à vie, avec une fréquence cible entre 50 et 60. Vous avez les dérivés nitrés à la seringue électrique, puis à la voie orale. Deux indications, c'est le patient qui a toujours de la douleur thoracique, ou bien il a de l'insuffisance cardiaque. Vous avez une statine à vie, donc on va maintenir le traitement basique à vie, et l'IEC à vie. Donc l'ordonnance de sortie, avec le traitement basique, vous avez le bêta-bloquant. Donc il n'y a pas de dose cible, hein. C'est un exemple d'une dose, mais avec les bêta-bloquants, il y a une fréquence cible. Le but, c'est d'avoir une fréquence au repos entre 50 et 60. Vous avez deux antiagrégants pendant une année, aspirine par exemple, et le deuxième, clopidogrel, pendant une année. Clopidogrel une année, aspirine à vie. La statine à vie, le but est d'avoir un LDL cholestérol inférieur à 0,55, puisqu'on est dans la prévention secondaire. Vous avez l'IEC à vie, là il y a une dose cible. Avec les IEC, contrairement au bêta-bloquant, chaque IEC a une dose cible. Et le C, le dernier C du basique, c'est le contrôle des facteurs de risque. Il est diabétique, il faut un bon contrôle de son diabète. Hypertendu, il faut un bon contrôle de l'hypertension, arrêt du tabagisme, etc. Donc là, c'est le traitement basique à vie. Alors, quelles sont les principales complications rapidement de l'infarctus du myocarde? Vous avez la mort subite. Principale complication, première cause de mort subite dans le monde, c'est l'infarctus du myocarde. Et vous savez que la mort subite de l'infarctus du myocarde, à la phase aiguë, à la phase initiale, la particularité, c'est qu'elle est indépendante de la taille d'infarctus. Ça veut dire qu'il ne faut pas imaginer qu'un IDM basal postérieur ne va pas engendrer une mort subite. Non, les morts subites et les troubles du rythme à la phase aiguë sont indépendants de la taille de l'infarctus du myocarde. Contrairement aux troubles du rythme qui surviennent tardivement, après 10-15 jours,
Les troubles du rythme qui surviennent tardivement sont liés à l'étendue de l'infarctus. Mais les troubles du rythme qui surviennent à la phase aiguë initiale sont complètement indépendants de la taille de l'infarctus du myocarde. Vous avez le risque d'insuffisance cardiaque. L'une des principales complications, l'insuffisance cardiaque, est liée à la taille de l'infarctus. Et vous avez une classification, c'est la classification Killip de l'insuffisance cardiaque, classification très connue. Killip A, un patient qui n'a pas d'insuffisance cardiaque, pas de rein crépitant. Killip 2, il a des reins crépitants qui ne dépassent pas la moitié des champs pulmonaires. Là, on va commencer les diurétiques et les dérivés nitrés. Le Killip 3, le patient, il est en vrai OAP, des reins crépitants qui dépassent la moitié des champs pulmonaires. Là, il faut une oxygénothérapie, plus dérivés nitrés, forte dose, plus les diurétiques, furosémide, le traitement de l'insuffisance cardiaque. Et le Killip 4, c'est le patient en état de choc. Donc, la pression est basse, en état de choc cardiogénique. Là, il faut arrêter tous les traitements qui baissent la tension, dérivés nitrés, IEC, bêta-bloquants. On va mettre des inotropes positifs et le malade doit être directement acheminé pour l'angioplastie. Ça, c'est les malades en état de choc cardiogénique. Le malade peut faire un état de choc vagal. Alors, vagal, c'est surtout secondaire à la douleur. Il peut faire donc un état de choc vagal. C'est typique l'état de choc vagal. Ça commence par des sensations de nausée, des vomissements, une pâleur. Puis il va perdre connaissance avec une bradycardie et une hypotension. Alors, l'état de choc cardiogénique, il y a une tachycardie. Dans l'état de choc vagal, il y a une bradycardie extrême. Là, on peut la traiter par un remplissage et par 0,5 à 1 mg d'atropine en IVD. Le malade, surtout s'il a un IDM inférieur, peut faire une extension vers le ventricule droit. Alors, l'extension OVD va donner des signes droits, turgescence, reflux, les œdèmes, etc. Et ça peut donner un état de choc, cardiogénique. Et sur le plan électrique, il va se décaler dans les dérivations droites qu'on a vues, le V3R et V4R. Quand il fait une extension en VD, là, on va arrêter tous les médicaments également qui diminuent la tension, puisqu'il risque l'état de choc, dérivés nitrés, IEC, bêta-bloquants. Là, il faut remplir, il faut donner des inotropes positifs. Le malade également peut faire des troubles du rythme, notamment la CFA. Il peut faire une CFA, et là, il faut anticoaguler le malade. On peut également discuter la réduction par choc électrique externe. Il peut faire des troubles du rythme ventriculaire. Alors, les troubles du rythme ventriculaire, ce qu'il faut connaître, c'est que c'est un symptôme ou c'est un signe de bon pronostic quand il va faire des troubles du rythme simple, notamment les extrasystoles. C'est un signe de reperfusion. Ça veut dire que quand on va le thromboliser ou fibrinoliser, on va faire de l'angioplastie. Quand un patient il fait des extrasystoles ventriculaires, c'est un bon signe. Ça veut dire que le malade il est en train de reperfuser ou d'ouvrir son artère. Par contre, il peut faire des troubles du rythme graves, notamment les extrasystoles polymorphes, ou bien une tachycardie, ou bien une fibrillation. Là, il faut donner des antiarythmiques, notamment de la cordarone, la myodarone en perfusion. Il peut faire également des troubles de la conduction, des BAV. Alors, on oppose deux cas de figure. Il y a les BAV qui surviennent dans l'IDM antérieur, il y a le BAV qui survient dans l'IDM inférieur. Alors, le BAV dans l'IDM antérieur, c'est une destruction du septum. L'IDM antérieur, c'est un infarctus qui intéresse le territoire antérieur, qui inclut le territoire septal. Donc, le septum, dans ce cas-là, il est détruit. Il est nécrosé. Et comme au niveau du septum, on a le nœud auriculoventriculaire et le tronc commun du faisceau du His. Là, c'est une destruction des voies de conduction. On va faire un BAV grave, complet, avec des QRS larges et une fréquence inférieure à 40. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut monter une sonde de stimulation. Il faut attendre 7 à 10 jours. Et généralement, le BAV ne disparaît pas. Et généralement, il ne disparaît pas au bout de 10 jours. Et on va mettre un pacemaker définitif. La majorité des BAV qui surviennent dans l'IDM antérieur sont des BAV persistants et qui nécessitent un pacemaker. Alors que le BAV dans l'IDM inférieur, il n'est pas dû à la destruction. C'est dû à l'ischémie. Puisque l'inférieur, c'est l'occlusion de la coronaire droite. Et c'est la coronaire droite qui vascularise le nœud auriculoventriculaire. Là, c'est une ischémie du nœud qui peut récupérer. C'est pour ça qu'il va faire un BAV, mais un BAV, on va dire, de bon pronostic. BAV de premier degré ou BAV complet, mais avec des QRS fins et une fréquence qui dépasse 40. Évidemment, c'est des QRS fins et une fréquence qui dépasse 40. Là aussi, même conduite. On arrête les bêta-bloquants, tous les traitements bradycardisants. En simple surveillance, où on va mettre une sonde de stim et on attend 7-10 jours. La majorité des BAV qui surviennent sur l'IDM inférieur récupèrent en moins de 10 jours. Donc là, généralement, ils récupèrent. On n'a pas généralement d'indication de pacemaker.
Alors que dans l'IDM antérieur, généralement, c'est des BAV qui sont définitifs parce que c'est une destruction des voies de conduction et ça nécessite généralement un pacemaker dans la majorité des cas. Alors, il peut faire également des complications mécaniques. Donc, le VG peut se dilater, on aura une dysfonction ventriculaire et l'évolution de l'insuffisance cardiaque. On peut également voir un anévrisme du ventricule gauche. Donc, c'est quoi l'anévrisme? C'est la formation d'une poche. Quand vous avez une nécrose, par exemple, qui intéresse la pointe du cœur ou la paroi latérale, cette zone-là ne se contracte pas. Et comme elle ne se contracte pas, le reste se contracte. Cette zone ne se contracte pas, on aura une dilatation, une formation de poche, c'est ce qu'on appelle l'anévrisme du ventricule gauche. Formation d'anévrisme. Alors, le risque de l'anévrisme, c'est quoi? C'est que le sang, il va turbuler à l'intérieur, il va se stagner, il y a le risque de complications thromboemboliques, un thrombus, avec des embolies, il y a le risque de troubles du rythme et il y a le risque d'insuffisance cardiaque. C'est les trois complications majeures d'un anévrisme. Alors l'anévrisme, qui dit anévrisme VG, dit obligatoirement complication d'infarctus du myocarde. Donc ça expose à l'insuffisance cardiaque, ça expose aux troubles du rythme et ça expose aux complications thromboemboliques. On peut voir ça sous forme d'un double arc inférieur sur le téléthorax, ce qu'on appelle l'aspect en brioche. Double arc inférieur sur le téléthorax. Ça, c'est l'anévrisme du ventricule gauche. Bien sûr, il faut opposer le vrai anévrisme du faux anévrisme. Le vrai anévrisme, c'est quand la paroi qui forme une poche. C'est la paroi qui va sortir comme ça, elle va former une sorte de poche. Mais le faux anévrisme, c'est une rupture partielle. Dans le faux anévrisme, c'est une rupture partielle. Il ne reste que le péricarde autour et ceci est fermé par un volumineux thrombus. Avec le faux anévrisme, c'est une rupture partielle. Il ne reste que le péricarde autour. Alors que le vrai anévrisme, c'est tout le péricarde, le myocarde et l'endocarde qui va former la poche. Donc vous avez le vrai anévrisme et le faux anévrisme. Le faux anévrisme, c'est une rupture partielle. Il faut un traitement chirurgical en extrême urgence dans les faux anévrismes du ventricule gauche, puisque c'est des ruptures partielles. Donc vous avez le risque d'anévrisme, vous avez les risques de rupture de paroi, soit rupture complète, soit rupture partielle. C'est le faux anévrisme. On vient de voir le faux anévrisme. Vous avez également le risque de rupture au niveau du septum interventriculaire, le septum nécrosé. On peut avoir une rupture du septum. Ça peut former une communication interventriculaire. Rupture au niveau d'un pilier, ça va entraîner une insuffisance mitrale aiguë ischémique. Donc, toutes ces complications, ce sont les complications mécaniques et c'est généralement des indications au traitement chirurgical. Vous avez les complications thromboemboliques. Alors, le ventricule gauche, il y a une partie du VG qui ne se contracte pas. Le sang, il va stagner dans cette partie-là. Ça expose au thrombus et aux embolies. Donc, il y a le risque de thrombose et d'embolie. D'ailleurs, la première étiologie de thrombose et thrombus au niveau du ventricule gauche, c'est l'infarctus du myocarde. Donc, thrombus et risque d'embolie. Donc, quand on voit un thrombus au niveau du VG, il faut anticoaguler le malade pendant au moins 3 mois. Anticoaguler, héparine et relais avec les antivitaminiques. Le malade, il est alité, il a un infarctus du myocarde, il risque également de faire une thrombose veineuse profonde parce qu'il est alité, il a un facteur de risque thromboembolique. Il peut faire une thrombose veineuse compliquée également d'embolie pulmonaire. C'est pour ça qu'il faut au moins une héparinothérapie préventive quand le malade il est hospitalisé pour infarctus du myocarde. Il peut faire également des péricardites. D'abord la péricardite aiguë, généralement inflammatoire, simple surveillance, et la péricardite tardive qui survient tardivement au bout de 3 à 4 semaines, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Dressler. Donc c'est un syndrome inflammatoire tardif. Et là, il faut traiter le malade par anti-inflammatoire non stéroïdien. Voilà, je termine par un petit cas clinique, exemple de cas clinique qui se pose à l'examen. Donc, un patient âgé de 48 ans consulte pour douleur thoracique constrictive, évoluant depuis 3 heures. L'examen clinique retrouve une pression artérielle à 120-80, le CG est une sinusale régulière à 120, avec un courant de lésion sous-épicardique de V1 à V6. Donc, quel est le diagnostic à évoquer? Langor instable, syndrome coronarien sans sus-décalage du segment ST, IDM avec sus-décalage, ou IDM sans sus-décalage. Donc, est-ce que c'est un langor instable? Non. Un langor instable, c'est un ST-, ce n'est pas un sus-décalage. Donc là, il dit c'est une lésion sous-épicardique. Ça veut dire qu'il a un sus-décalage du segment ST de V1 à V6. Est-ce que c'est un SCA sans sus-décalage? Non. Est-ce que c'est un IDM avec sus-décalage? Oui.
IDM sans sus-décalage? La réponse, c'est C. Quel est le territoire concerné? V1 à V6. Apical? Non. C'est V3 à V4. Inférieur? Non. D2, D3 à VF. L'antérieur? Oui. Le latéral, c'est uniquement V5, V6. Donc, le territoire est le territoire antérieur V1 à V6. Quelle sera la conduite thérapeutique? Donc, le malade, il vient dans les 3 heures. Il vient dans les délais. Hospitalisation en unité de soins intensifs. Oui. Faire une épreuve d'effort. Là, c'est formellement contre-indiqué de faire l'épreuve d'effort. Doser les troponines, puis on décide. Non. Vous avez vu le cours, c'est qu'en aucun cas les troponines interviennent dans la décision de thromboliser ou de fibrinoliser ou de faire l'angioplastie. Non. Pour faire l'angioplastie ou la thrombolyse, il y a 2 critères. Un malade qui vient pour stémie, sus-décalage, et un malade qui vient dans les délais, dans les 12 premières heures. Donc, on ne va pas faire intervenir les troponines, ensuite on va décider. Reperfuser en urgence par thrombolyse et angioplastie, la réponse est oui, puisqu'il vient dans les délais. Quels sont les autres traitements à prescrire? Double antiagrégation plaquettaire, oui, pendant une année. Clopidogrel seul, non. Aspirine seul, oui, c'est après une année. Mais là, c'est faux. Donc, on ne prescrit pas l'aspirine seule. L'aspirine est laissée seule après une année. Oxygénothérapie, non. Parce que ce n'est pas dit que le malade il a une dyspnée ou bien une insuffisance cardiaque. L'oxygène n'est pas indispensable. Si le malade ne fait pas d'insuffisance cardiaque ou il n'est pas dyspnéique, et les bêta-bloquants, oui. Vous avez double antiagrégation plaquettaire et les bêta-bloquants. Quel sera le traitement à prescrire à la sortie? Statine, oui. Aspirine seule pendant une année, non. Association aspirine-clopidogrel pendant une année, oui. Et les bêta-bloquants, oui. Donc ça, c'est des traitements à la sortie, c'est le traitement basique. Je pense que j'ai terminé mon cours. Alors, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'il n'y a pas de questions. Là, je trouve une question. Est-ce qu'on peut utiliser l'aspirine si on n'a pas les moyens pour la fibrinolyse? Donc là, vous n'avez pas bien compris les indications. Est-ce qu'on peut utiliser l'aspirine? L'aspirine est un traitement obligatoire, quelle que soit la décision. Vous avez thrombolisé, vous avez fait l'angioplastie, ou vous n'avez pas fait de traitement de reperfusion, l'aspirine est un traitement obligatoire et on le laisse à vie. Le clopidogrel, le Plavix, on va laisser pendant une année. L'aspirine, c'est un traitement à vie. Alors, pour le traitement de reperfusion, est-ce que je vais ouvrir l'artère? J'ouvre l'artère si le maladie vient dans les délais, 12 heures, et que j'ai le diagnostic, c'est le stémie. Comment je vais ouvrir? Par la fibrinolyse ou par l'angioplastie? Le choix, c'est le délai de 2 heures. Je peux faire l'angioplastie en moins de 2 heures. Je fais l'angioplastie. Si je ne peux pas faire l'angioplastie en moins de 2 heures, je vais faire la fibrinolyse. Quand est-ce qu'on dit IDM et quand on dit syndrome coronarien? En fait, le syndrome coronarien aigu, ça c'est la première plaque. Le syndrome coronarien aigu, c'est quoi? C'est une rupture de la plaque. Quand il y a rupture de la plaque et un thrombus, là c'est le syndrome coronarien. Dans le syndrome coronarien, on a tous les syndromes coronariens avec sus-décalage. C'est l'IDM avec sus-décalage. Sans sus-décalage. Et dans le sans sus-décalage, on a les deux cas. Sans ST-, troponine positive, c'est le ST-, ST-, troponine négative, c'est l'angorinstat. Donc, syndrome coronarien aigu, c'est un tout. C'est toute la famille qui s'appelle syndrome coronarien aigu. Pour parler d'IDM, il faut avoir des troponines élevées. Donc, quels sont les IDM qui existent dans ce cas-là? On a l'IDM transmural, c'est le STEMI, et l'IDM non transmural, c'est le STEMI. Alors que l'angorinstat, ce n'est pas l'IDM. Il n'y a pas de nécrose. Pour parler de nécrose, il faut une augmentation de troponine. Le syndrome coronaire, c'est toute la famille qui est appelée syndrome coronarien aigu.
Can we repeat? C'est une question en anglais. Question en anglais. On va répéter l'image en miroir. On va répéter l'image en miroir. Bon, pour répéter l'image en miroir, vous avez les territoires. Les territoires. Voilà les territoires. Donc, il y a une hypothèse. Hein. Une hypothèse, c'est ce qu'on appelle l'électroneutralité cardiaque. Ça veut dire que cette hypothèse, quand il y a un sus-décalage dans un territoire, un sus-décalage important, il faut qu'il y ait un sous-décalage dans le territoire opposé, en face. C'est comme si moi, je vais voir moi-même dans le miroir une chauffe inversée, une image inversée. Quand vous avez un sus-décalage dans un territoire, vous allez voir un sous-décalage dans le territoire qui est en face de ce territoire. Alors, en face du territoire inférieur, voilà, vous avez le territoire antéroseptal, en face. Donc, quand vous avez le sus-décalage, vous allez avoir un sous-décalage en latéral ou bien en antéroseptal, parce que même l'antéroseptal est en face du territoire inférieur. Et vice-versa. Quand vous avez un sus-décalage en latéral, sus-décalage, un idéal, vous allez avoir en face un sous-décalage en inférieur. C'est l'image en miroir. Le délai de prise en charge de l'IDM. Alors l'IDM, le délai. Les délais, quels des délais? Je les ai bien expliqués normalement, les délais. Voilà. Quand le malade il vient, si le malade il vient dans les 12 premières heures, par exemple, là, il est 14 heures. Le malade il vient aux urgences, il va vous dire que j'ai une douleur qui a commencé après 2 heures du matin. Parce que si on va compter 12 heures, 14 heures, c'est 2 heures du matin. Il y a une douleur qui est apparue après 2 heures du matin. Donc, il est toujours dans les 12 premières heures. Si le malade il vient dans les 12 premières heures, on va discuter angioplastie, fibrinolyse en fonction des délais. Donc, l'idéal, c'est que le malade, plus il vient précocement, plus c'est l'idéal. Parce que plus il va perdre du temps, ou là, on perd du temps, plus le muscle il va se nécroser. Et la nécrose est là. Donc, il faut faire très vite. Si le malade vient dans les 12 heures, qu'on appelle dans les délais, c'est dans les 12 heures, là, c'est possible d'ouvrir l'artère, soit par fibrinolyse, soit par angioplastie. Ensuite, on discute fibrinolyse ou angioplastie, le délai de 2 heures. Je peux faire, donc par exemple, le malade, il va vous dire, il est 14 heures, il va vous dire qu'il y a une douleur qui est apparue à 6 heures du matin. Donc 6 heures du matin, appelle 14 heures, 8 heures. Donc il vient à la 8e heure. Donc il est toujours dans les délais. Je vais discuter. Il est 14 heures. Je peux faire l'angioplastie avant 16 heures. Ici, où je vais transférer le malade, l'essentiel que je sais que je peux faire l'angioplastie en moins de 2 heures. Là, je vais faire une angioplastie. Mais si je sais que je ne peux pas faire l'angioplastie en moins de 2 heures, je n'ai pas les moyens, là, je vais thromboliser. Donc, le meilleur délai, le meilleur délai dans l'idée, c'est le plus précocement possible. Et là, il y a le délai, on parle de délai, c'est surtout dans les 12 premières heures qu'on a la possibilité de discuter un vrai traitement de reperfusion. Au-delà de 12 heures, c'est très discutable. Si le malade il continue à souffrir, il est instable, etc. Oui, mais si le malade ne continue pas de souffrir, il est asymptomatique et qu'il n'a pas d'insuffisance cardiaque, il n'a pas d'arythmie, là, c'est vraiment contre-indiqué d'ouvrir l'artère. Alors, si on dépasse le délai de 24 heures, déjà, mais quel délai de 24 heures? Qui veut que on dépasse le délai de 24 heures? Si on dépasse le délai de 24 heures, on réalise une angioplastie ou non? Dans l'idéal, si vous avez dépassé 12 heures, il vient après 12 heures du début de la douleur. Il vient, il vous dit par exemple, j'ai une douleur hier. Donc il a dépassé 12 heures. Il a consulté après 12 heures. Dans ce cas-là, je fais ni angioplastie ni fibrinolyse, sauf si le malade est instable, cliniquement ou hémodynamiquement ou sur le plan rythmique. Il est instable, là je vais discuter l'angioplastie et pas de thrombolyse après 12 heures. Sauf si vous parlez du délai de 24 heures ici. 24 heures, il y a une seule 24 heures, c'est l'image ready. Si j'opte pour la fibrinolyse, le malade il vient dans les délais, je ne peux pas faire l'angioplastie en moins de 2 heures, je vais faire la fibrinolyse. Si je fibrinolyse le malade, il y a un échec, c'est directement l'angioplastie de sauvetage. Il y a un succès, la fibrinolyse va traiter uniquement le thrombus. Elle ne va pas traiter la plaque ou la sténose. Donc la plaque est toujours là. Il faut la traiter en moins de 24 heures.
Par exemple, il est 14 heures, je vais faire l'angioplastie, je vais faire par exemple, pardon, il est 14 heures, je reçois un IDM, je n'ai pas de possibilité de faire une angioplastie directement, je vais fibrinoliser le malade maintenant. J'ai un délai jusqu'à 14 heures lundi, jusqu'à demain à 14 heures, pour faire la coronarographie avec l'angiographie, l'angioplastie, pour traiter la sténose ou la lésion. Comment un IDM peut provoquer un état de choc vagal? Alors, un état de choc vagal est déclenché généralement par une hyperstimulation du vague. On la voit surtout dans les situations, dans les douleurs intenses. Avec le malade, quand il peut avoir une douleur très intense, ça peut déclencher un état de choc vagal. L'état de choc vagal, on voit par exemple, si vous allez recevoir un choc, par exemple, il y a une mauvaise nouvelle, vous voyez quelque chose qui, par exemple, qui va pas bien pour vous, bien vous avez une douleur intense. Là, ça peut provoquer un état de choc vagal. Il y a une hyperstimulation du vague et on aura un état de choc vagal. Il est plus fréquent, notamment dans l'IDM inférieur, parce que la douleur est abdominale, intense abdominale, ça peut déclencher facilement l'état de choc vagal. Dans les premières 48 heures, on peut faire l'angio si la douleur persiste. Si la douleur persiste, ce n'est pas uniquement 48 heures. On a la plaque des recommandations. 6 symptômes, vous allez lire 6 symptômes, instabilité hémodynamique, quel que soit le délai, vous pouvez faire l'angioplastie, quel que soit le délai. Il y a toujours des symptômes, le patient il a toujours une douleur, on peut faire l'angioplastie, mais jamais de thrombolyse après la deuxième. Comment peut-on savoir si le ST est persistant? Oui, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut faire... Généralement, on dit persistant. Dès que le malade fait un sus-décalage, on met le lait nitral, on met des dérivés nitrés. Alors, le sus-décalage non persistant, rapidement, il va revenir à la ligne isoélectrique. Rapidement, il va revenir à la ligne isoélectrique dès qu'on met généralement le nitral ou le spontanément, après une demi-heure. Donc, la conduite, c'est que dès que vous recevez le malade, il a un sus-décalage, vous refaites un deuxième ECG une demi-heure au maximum après, il y a toujours le sus-décalage qui persiste, on l'appelle sus-décalage persistant. Mais généralement, le sus-décalage du ST+, est très évident, c'est très évident. Vous avez un sus-décalage important, il englobe l'onde de T, avec une image en miroir, avec un début d'onde Q de nécrose. C'est pour ça que généralement, on ne refait pas de deuxième ECG. Mais en moindre doute, quand vous avez un petit sus-décalage qui n'englobe pas l'onde de T, sans image en miroir, sans onde Q de nécrose. Donc, on ne sait pas est-ce qu'il est persistant ou non. Là, il faut faire un deuxième ECG. Et généralement, s'il persiste une demi-heure, 20 à 30 minutes après, on va dire qu'il est persistant. C'est entre, alors ça, je n'ai pas compris, c'est entre 24 et 40. Mais si on travaille dans un EPSP, loin de tout EPA, on n'a aucun moyen de thromboliser le malade. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, c'est une bonne question. Vous travaillez dans un EPSP, établissement, normalement vous avez la thrombolyse. Normalement, la thrombolyse généralement est disponible partout. Alors si le malade vient dans les délais thrombolyse, angioplastie, vous n'avez pas d'angioplastie, vous allez thromboliser. Vous allez thromboliser si le malade il se présente dans les 12 premières heures. Vous n'avez pas de thrombolyse, vous allez le traiter médicalement. Vous allez mettre des dérivés nitrés, des bêta-bloquants, un anticoagulant, 2 antiagrégants, la statine et l'IEC. Si vous n'avez aucun moyen, mais sachez que normalement la thrombolyse est disponible. Il faut savoir éliminer les contre-indications. Il faut que le malade soit dans les délais, dans les 12 premières heures. Si échec de la thrombolyse, qu'est-ce qu'il faut faire? Directement angioplastie de sauvetage. Là également, c'est expliqué sur la plaque. Si échec de la fibrinolyse, directement angioplastie de sauvetage, directement, sans tarder. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que suit la fonction rénale quand une diurétique de Lens dans les sciences cardiaques? Généralement, les diurétiques de Lens, alors diurétique de Lens, typiquement, c'est le furosémide, c'est le Lasix. Alors, le Lasix, son risque, c'est surtout l'hyponatrémie. L'hyponatrémie, on suit généralement la natrémie, c'est l'ionogramme. Alors, on ne suit pas généralement la fonction rénale avec les diurétiques de Lens, alors que les autres types de diurétiques,
les diurétiques thiazidiques, etc., qui va suivre la fonction rénale. Et l'avantage majeur des diurétiques de Lens, c'est quoi? C'est qu'on peut les utiliser quelle que soit la fonction rénale. Même un patient qui a une insuffisance rénale sévère, tu peux utiliser, même dialysé, tu peux utiliser un diurétique de Lens. Donc, il ne va pas influencer la fonction rénale. On ne va pas suivre la fonction rénale, mais on va suivre la natrémie. Parce que le risque, c'est l'hyponatrémie dans les diurétiques de Lens. En cas de contre-indication, bêta-bloquant comme dans l'asthme. Le patient présente quand même une fréquence cardiaque élevée. Ah, voilà, une bonne question également. Alors, on va remplacer les bêta-bloquants avec un autre traitement bradycardisant qui sont les inhibiteurs calciques. Alors, l'inhibiteur calcique bradycardisant, typiquement, qu'on a chez nous, c'est le tildiane. C'est le tildiane, le diltiazème. Diltiazème, c'est la dénomination commune internationale. Le nom commercial paru, c'est tildiane. C'est des comprimés à 60. Donc, en cas de contre-indication type, par exemple, asthme ou BPCO, avec les bêta-bloquants, on va utiliser un inhibiteur calcique bradycardisant, toujours pour avoir une fréquence entre 50 et 60. Pourquoi on fait une double anti-agrégation plaquettaire? Parce que ça a été prouvé dans les études. Vous savez qu'on associe, on revient sur les indications, on associe 3 traitements antithrombotiques. On associe aspirine, clopidogrel, plus héparine. 3 traitements antithrombotiques dans 2 anti-agrégants plaquettaires. Parce que les études ont prouvé que 2 anti-agrégants plaquettaires, c'est mieux qu'un seul anti-agrégant plaquettaire. Il diminue moins le risque. Et que si on ajoute un anticoagulant, quoi qu'on augmente le risque hémorragique avec 3, mais on va gagner, on va diminuer encore plus le risque ischémique. C'est pour ça que dans tout syndrome coronarien aigu, qu'il soit ST- ou ST+, c'est toujours 3 traitements antithrombotiques. 2 anti-agrégants plaquettaires pendant une année, le deuxième, on l'arrête après une année. Et l'anticoagulant à la phase initiale. À la phase aiguë, ensuite on va l'arrêter. S'il vous plaît. Non, il faut faire la différence entre une onde Q de dépolarisation septale, qui est une onde Q pathologique, d'une onde Q qui est une onde Q physiologique et d'une onde Q pathologique. Ça veut dire qu'une onde Q pathologique, selon les recommandations, c'est un trou électrique. Vous avez une zone nécrosée, ça va donner un trou. C'est un trou électrique et ça va donner ce creux. Ce creux, c'est l'onde Q. Alors, l'onde Q de nécrose, qui est une onde Q pathologique, elle est large et profonde. Sa durée doit dépasser 0,03 secondes. Ça veut dire qu'elle fait au moins 0,04 secondes. Elle fait au moins 1 mm de largeur. Et la profondeur, elle doit faire au moins le tiers ou le quart, un tiers, un quart ou un tiers de l'onde R qui la suit. Alors que la petite onde Q, qu'on voit au V5, V6, de dépolarisation septale, c'est une onde Q physiologique. Elle n'est ni large ni profonde. Donc, sa largeur ne dépasse pas 0,03 secondes et sa profondeur n'atteint pas un tiers ou un quart de l'onde R qui la suit. Voilà la différence entre une onde Q physiologique normale de dépolarisation septale et une onde Q pathologique, donc d'une nécrose myocardique. En cas de contre-indication de bêta-bloquant, on note pour l'inhibiteur calcique en premier lieu ou l'ivabradine. Alors, l'ivabradine, c'est un inhibiteur des canaux IF. Là, on l'utilise beaucoup plus dans l'insuffisance cardiaque. Dans l'insuffisance cardiaque, qui est l'ivabradine. Quand le malade est toujours rapide, on associe l'ivabradine au bêta-bloquant. Alors, en première intention, en remplaçant les bêta-bloquants dans le ST+, c'est surtout les inhibiteurs calciques qu'on utilise et pas l'ivabradine. On utilise les inhibiteurs calciques bradycardisants. Puisque dans les inhibiteurs calciques, on a 2 types. On a les bradycardisants à effet cardiaque majeur, comme le tildiane, diltiazème, et on a les inhibiteurs calciques vasodilatateurs qu'on utilise dans l'HTA. Ils sont vasodilatateurs comme le monotildiane. Le monotildiane, c'est à effet vasculaire prédominant. Il faut utiliser les inhibiteurs calciques bradycardisants à effet cardiaque prédominant. Et celui qu'on a, je vous ai dit, celui qu'on a, c'est le tildiane. Tildiane, c'est le nom commercial terme. C'est comprimé à 60 mg. Si c'est une forme atypique, le diagnostic d'un essai. Alors ça, c'est une excellente question également.
comment on va s'orienter dans les douleurs atypiques? Vous savez que quand vous allez exercer dans les urgences, vous allez voir pas mal de syndromes coronariens et vous allez voir beaucoup de formes atypiques. Parfois, la douleur est au niveau de l'abdomen, parfois au niveau de l'épaule, parfois au niveau du dos. Alors, qu'est-ce qui nous oriente? C'est surtout le terrain. Vous savez que la probabilité, une règle générale en cardio, la probabilité qu'une douleur, surtout aux urgences, soit d'origine coronarienne est beaucoup plus élevée que le terrain est favorisant. C'est un patient qui a des facteurs de risque. Donc, si vous avez une douleur, une petite douleur thoracique, même si ce n'est pas très intense, mais que c'est une douleur thoracique, et que c'est un patient, il a plusieurs facteurs, tabagique, c'est un fumeur, diabétique, hypertendu, etc., il faut penser au syndrome coronarien. Alors que si vous avez une petite douleur thoracique, un sujet jeune qui n'a aucun facteur de risque, quand même la probabilité est faible. Donc avant de faire le CG, vous avez la douleur et vous avez surtout la probabilité. Et la probabilité d'être coronarien dépend du terrain, des facteurs de risque non modifiables et des facteurs de risque modifiables. Pourquoi l'antiagrégation plaquettaire? Si, dans l'angor stable, on prescrit un antiagrégant, généralement, on peut mettre l'aspirine. Bon, c'est discutable, mais on peut mettre de l'aspirine. On peut mettre de l'aspirine, selon les dernières recommandations, c'est discutable. Mais classiquement, dans l'angor stable, on peut mettre un seul antiagrégant plaquettaire. Un seul antiagrégant plaquettaire, quoique dans les dernières recommandations, c'est discutable. Mais l'anti-agrégation plaquettaire est surtout l'effet TAHA, c'est surtout en prévention secondaire. D'ailleurs, quand vous allez lire les indications de l'aspirine aspégique à dose antiagrégante, les indications en prévention primaire sont très limitées. Actuellement, on limite. Par exemple, on a tendance à prescrire de l'aspirine pour tous les malades hypertendus. C'est de la prévention primaire. Il n'a jamais fait de syndrome coronarien, alors que ça n'a jamais été prouvé. Alors, l'intérêt surtout de l'antiagrégation plaquettaire, c'est surtout en prévention secondaire. Parce que les études ont prouvé ça. Alors qu'en prévention primaire, c'est vraiment très discutable. Quand on est en prévention primaire, c'est très discutable. Est-ce que c'est vraiment bénéfique ou non? Le seul segment, s'il vous plaît, docteur. Pourquoi le seul segment ST qui se modifie? Pourquoi seul le segment ST? Pourquoi le ST? Là, c'est l'évolution de les lésions et d'ischémie. Quand vous avez une lésion sous-épicardique, c'est une lésion, parce que la lésion, elle commence au niveau... Alors, l'ischémie commence le sous-endocarde, la région sous-endocardique, alors que les lésions vont commencer au niveau des zones sous-épicardiques. C'est pour ça qu'on voit une lésion sous-épicardique. Par la suite, cette lésion, quand elle va faire place à une nécrose, il n'y a plus de lésion. C'est une nécrose. C'est pour ça que la lésion va diminuer. Ensuite, le ST, il va revenir à la ligne électrique. Qu'est-ce qui va rester? C'est l'onde Q. Parce que la lésion, le segment ST, quand il va se décaler, c'est la lésion. Ensuite, la lésion va disparaître et va être remplacée par une nécrose. Donc, le ST sus-décalé, c'est la lésion sous-épicardique, c'est le sus-décalage. Après le sus-décalage, il va diminuer et c'est l'onde Q de nécrose qui apparaît parce qu'il n'y a plus de lésion. C'est une vraie nécrose. Alors, les troponines, ça persiste, ça peut persister jusqu'à 2 semaines. Le temps, généralement, pour que la nécrose remplace complètement la lésion, ça veut dire que tout le myocarde concerné par l'ischémie et nécrosé, c'est généralement quelques jours à 2 semaines. D'ailleurs, on dit que si le ST reste sus-décalé après 2 à 3 semaines, il faut évoquer une complication, notamment un anévrisme du ventricule gauche. Alors, pour la troponine, la cinétique TAHA, la troponine, généralement, elle s'élève au bout de 4-6 heures, 2 à 6 heures, le pic au bout de 24-48 heures, puis se normalise au bout de 10 à 15 jours. Et je vous ai mis ça, c'est surtout pour insister sur le fait qu'il ne faut pas s'affoler quand vous allez voir un sus-décalage qui persiste dans l'idéal quelques jours après. Il ne faut pas s'affoler, c'est l'évolution habituelle. Il ne faut pas également s'affoler quand vous avez un taux de troponine qui reste toujours positif quelques jours après, parce que c'est l'évolution naturelle. Au bout de quelques jours, quelques semaines, les troponines restent toujours positives et le ST reste toujours sus-décalé. Ici. J'ai une question HTA. Alors là, l'HTA, qu'est-ce qu'on a dit? HTA diabétique. HTA chez le diabétique. Il y a 2 cas de figure. HTA diabète plus
atteinte d'un organe cible, rétinopathie ou protéinurie ou HTA grade 3. Si vous avez une HTA grade 3, chez le diabétique, c'est le très haut risque. Mais si vous avez une HTA grade 2 chez le diabétique, alors qu'il n'a pas d'atteinte d'organe cible, il n'a pas de rétinopathie, il n'a pas de protéinurie, là, il s'agit du haut risque. S'il y a une rétinopathie ou protéinurie, il s'agit du très haut risque. Donc, tu dis diabétique type 2, HTA grade 2, isolé, sans protéinurie, sans rétinopathie, là, c'est le haut risque. Alors, je vous remercie s'il n'y a pas de questions et je vous souhaite bon courage pour l'examen. Bon courage.